Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Sanson des sites de Cdiscount qui va nous expliquer comment finalement ce géant du web français et européen a réussi à passer d'une release hebdomadaire à un changement en production toutes les 7 minutes. Alors, je vais vous inviter à conserver vos micros et caméras coupés le temps du partage de retour d'expérience de Christophe. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau directement dans le chat, dans la fenêtre de messagerie. On prendra le temps en deuxième partie de comptoir de répondre à tous vos questionnements. Christophe, bienvenue et merci pour le temps que tu nous accordes ce matin. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci, merci à vous pour la tribune et merci à vous tous de prendre du temps pour écouter ce partage et j'espère partager avec moi ensuite. Le média est toujours un peu plus compliqué pour le partage, mais je suis sûr que l'on va s'en sortir. Du coup, dans ces 20-25 minutes, là, je vais vous proposer évidemment de vous présenter, mais très très rapidement, le périmètre de l'IT de ces discounts et faire un retour sur cette histoire d'accélération et qui, en réalité, comme on va le voir ensemble, est plutôt une histoire de changement. Hop, je vais passer la petite animation. Euh, chez Cdiscount, bon, j'imagine que vous connaissez notre offre B2C, cdiscount.com. Mais en fait, l'IT de Cdiscount porte aussi d'autres produits. Il y a un produit qui s'appelle Balin, qui est un Cloud Gateway Security, où en gros, on attrape les bots, on les empêche de passer quand on les estime malveillants. On a un CDN, un système de filtrage, etc. C'est un produit que l'on crée nous et que l'on monétise d'ailleurs. Au passage, n'hésitez pas à aller voir notre site. Pachirapec, une brique de paiement, pareil, qui est un peu spécifique parce qu'elle est load balancée, c'est-à-dire que dans des grands événements comme le Black Friday, il arrive que les PSP, donc en gros les intermédiaires de banque, tombent et on est capable de changer de PSP à la volée pour ne pas perdre de paiement en fait. Donc ça aussi, c'est une brique que l'on fait nous. Il y a C-Logistics, qui est notre supply chain, qui opère évidemment toute la supply de ces discounts, mais qui opère aussi pour d'autres comptes. Nous produisons aussi bien sûr la tech de ces logistiques. Et Octopia, qui est une offre qui est en train de sortir, alors qui existe déjà à l'international, mais qui se structure et qui en fait est une offre de marketplace as a service, c'est-à-dire en gros, on permet à des sites de se connecter sur nos produits, voire dans des évolutions plus importantes sur nos vendeurs, pour alimenter leur propre site ou leur propre marketplace. C'est un move très important pour nous qui est en train de prendre beaucoup de vitesse et beaucoup d'ampleur. Et donc l'IT, que l'on appelle la DSI de Cdiscount, en fait, produit tous ces assets. Notre périmètre de jeu est top. En fait, on a 800 tech qui bossent en gros dans l'IT, interne, externe. Hein. Ça délivre à peu près 110 000 jours hommes par an. Et en fait, on est sur des technos tels que .NET, Kubernetes. On a une très grosse ferme Kubernetes. On a 5000 serveurs, du Kafka, enfin, du streaming, tout ce que vous pouvez imaginer sur une plateforme. Parce que finalement, notre job, c'est ça, hein, c'est faire une plateforme qui tienne, qui soit scalable, robuste, etc. En quelques chiffres, euh, on a à peu près 3 millions de visites par jour, 1 milliard de recherches à l'année, 120 millions de produits et surtout 250 millions à peu près de mouvements par jour sur les produits et offres. Et à chaque fois, bien sûr, on a tous les algorithmes qui se déclenchent, ce qui fait qu'on arrive assez rapidement à des problématiques de volume, de charge, etc. Je passe rapidement. Et bien sûr, une problématique de vitesse que vous connaissez peut-être d'ailleurs sur vos sites si vous travaillez sur du web, avec le Crux, qui est le nouvel indicateur des Web Vitals de Google. Et cette problématique de vitesse est fondamentale pour nous, puisque Google va déranker les sites qui ne sont pas suffisamment rapides. Et nous avons engagé des travaux très importants avec des batailles de la milliseconde sur ces sujets, avec des résultats assez probants. Donc voilà, ça, c'est le périmètre de ces discounts. Juste pour redonner encore un tout petit peu de contexte, nous avons un Graal en fait. Alors j'ai une petite passion pour Perceval, mais on a un Graal et ce Graal c'est celui-là, c'est d'avoir des équipes constantes dans le temps, autonomes, responsables de leurs assets, obsédées par la mesure, agiles, rapides et centrées utilisateurs. Euh, on le décline, hein, on décline chacun de ces thèmes dans nos actions au quotidien et dans nos actions d'évolution, de formation, etc. C'est quelque chose de vraiment important pour nous. Si j'en viens à notre sujet du jour, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est que nous avons un Graal, et ce Graal, c'est celui-là, c'est d'avoir des équipes constantes dans le temps, autonomes, responsables de leurs assets, obsédées par la mesure, agiles, rapides et centrées utilisateurs. On le décline, hein, on décline chacun de ces thèmes dans nos actions au quotidien et dans nos actions d'évolution, de formation, etc. C'est quelque chose de vraiment important pour nous. Si j'en viens
en gros, début 2020, on se trouvait plutôt rapide. Mais vraiment, enfin, on livrait toutes les semaines, on avait des systèmes de hotfix. Globalement, on est agile. On a des feature teams, on a des équipes qui sont encore dans des cycles moins agiles, mais qui sont en train d'évoluer. Et finalement, on est capable, toujours en début 2020, on est capable de sortir une offre assez rapidement. À l'anniversaire de ce Covid-là, on peut se rappeler, il y a un an, si vous vous souvenez, il y avait tout ce truc avec les masques, et puis on ne pouvait plus en délivrer. Et en fait, en 1 ou 2 semaines, on a réussi à monter une offre complète de fourniture de masques au TPE, PME, alors qu'il y avait quasiment plus de supply et qu'il y avait des batailles sur les aéroports en Chine. Enfin, il y avait tout ce truc rocambolesque. Et on était assez content de monter en quasiment 2 semaines une offre nouvelle. Donc on se trouve, voilà, plutôt, en tout cas en vitesse apparente, plutôt rapide. En vitesse réelle, ça change un peu. Et alors en vitesse ressentie, c'est un peu plus raide. Et en fait, on fait de temps en temps un health check dans l'IT. Et le health check, il est inspiré du health check de Spotify. Je ne sais pas si vous connaissez, mais globalement, ça revient à poser, je dirais 10 ou 15 questions, je ne sais plus exactement, mais vraiment très tranché, oui ou non. Est-ce que votre code est fantastique ou est-ce qu'il est nul? C'est vraiment des questions très tranchées comme ça. Et quand on pose la question à nos équipes, globalement, elles nous disent, ben, en fait, notre job est cool, on adore travailler dans nos équipes, notre mission est claire. Alors, c'est jamais à 100%, mais c'est vraiment largement au-dessus de 80 sur tout ça. Par contre, ils nous disent c'est pénible à livrer. Donc, on est sur du quasiment 54% où c'est pénible à livrer et c'est lent dans les mêmes proportions. Donc, ça pique un peu, honnêtement. Et quand on discute avec le business nous dit ben, finalement, vous êtes assez rapide sur pas mal de choses, mais parfois, il y a des lenteurs, il y a des process compliqués, etc. Donc, on perçoit quand même assez nettement un décalage entre la vitesse que l'on ressentait et la vitesse ressentie par ceux en fait, qui la vivent. Et on se retrouve finalement comment dire, au pied de la montagne et en tongue, en fait. C'est-à-dire que, OK, il faut qu'on accélère. On se trouvait déjà un peu rapide, mais OK, on va accélérer. Mais bon, on est quand même 800. Avec le business, bien sûr, ça fait encore plus de monde. On est dans un train qui va déjà vite. Et c'est quand même compliqué de changer tout en avançant. Parce que bien sûr, on ne va pas s'arrêter pour tout refondre. Et en réalité, on a ce truc Accelerate. Je vais juste vous faire un résumé de ce que c'est si vous ne connaissez pas encore, qui trotte depuis longtemps. Moi, j'avais lu le bouquin lorsqu'il est sorti et les études du Dora. Et en gros, je vais en parler juste après, mais globalement, ça parle de ce qui nous touche et de ce qui vibre dans l'ADN de nos équipes, c'est-à-dire ça parle de tech, ça parle de DevOps, ça parle de vitesse. Et à un moment, ça apporte des preuves, en tout cas des corrélations assez fortes. Et forcément, bon, le titre du bouquin semble être une réponse à notre problème. Donc, on se dit, il faut vraiment avancer là-dessus. Alors, si je prends juste quelques minutes pour passer sur Accelerate. En fait, Accelerate, c'est Nicole Force-Gunn, je me trompe toujours sur les noms, Jason Bull et Jen Kim, le monsieur de la CICD, qui, sur plusieurs milliers d'entreprises, prouvent qu'il y a une corrélation entre la vitesse de la chaîne de delivery et la performance économique de l'entreprise. Et en fait, vous avez les 4 KPI ici. Il y en a 2 vertes qui sont sur la vitesse, 2 bleues qui sont sur la stabilité. Et en vertical, vous avez les performances économiques des sociétés qui ont été benchées, en fait. Et en gros, ce qu'ils nous disent, c'est si vous déployez souvent, donc le premier, si votre lead time est court, eh bien, en fait, il y a de grandes chances que vous soyez dans l'élite. Si vous ne déployez pas souvent et que votre lead time est long, donc en gros, hein, si vous faites 1 ou 2 déploiements par an et que vous mettez 6 mois pour emmener quelque chose en prod, eh bien, en fait, vous avez absolument toutes les chances de vous retrouver dans des low performance. Pareil pour les deux lignes du dessous. C'est bien d'aller vite et souvent en prod, mais si c'est pour avoir un échec de déploiement à chaque fois, ça ne sert à rien. Donc, il y a ces deux KPI de stabilité qui finalement sont un petit peu le gendarme du système et qui sont là pour nous assurer qu'on est bien en train d'accélérer, mais pas n'importe comment. Donc, évidemment, si on plante 60% de nos changements, on ne sera pas dans l'élite. OK, donc
Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que d'abord, elle est documentée, elle est très nourrie et elle prouve la relation entre DevOps, la relation entre des pratiques et finalement cette vitesse et cette corrélation avec le business. Et finalement, c'est le plus beau biais de confirmation qu'on ait jamais vu, parce que ça fait des années que l'on dit il faut livrer plus souvent, il faut livrer plus vite. DevOps, ce n'est pas une pratique que tech, c'est aussi une pratique business. Et il y a ces trois auteurs, probablement avec plein de monde derrière eux, qui arrivent et qui nous disent ouais, on a trouvé, ça marche en fait. Donc on dit ok, allons-y. On fait une première mesure empirique. Donc vraiment en mesurant, en regardant des tickets, en regardant les derniers changements, les derniers échecs, et on tombe là-dessus. Globalement, on livre toutes les semaines. Donc, on est plutôt dans le high. On a un lead time qui, lui, est plutôt médium. On est clairement au-dessus de la semaine. Et sur certains assets, en fait, il est plutôt low. Et sur d'autres, il va quand même plus à gauche. Mais en moyenne, on est médium. En TTR, ben finalement, alors c'est un indicateur, je en reparlerai après, mais qui est très compliqué finalement à mesurer. Il avait l'air pourtant si simple, mais en fait, il est très compliqué. La plupart du temps, on est plutôt rapide. L'IT de ces discounts est plutôt rapide à se mettre en marche quand il y a un problème. Mais on s'aperçoit aussi en mesurant qu'on a des sujets qui larvent, des petits sujets qui n'ont pas d'impact important, que l'on voit plus tard, et du coup qui nous amènent quand même très à droite du tableau. En CFR, on maîtrise le process de changement et globalement, on n'a jamais eu de problème de CFR. Donc, du coup, en voyant ça, on peut se dire, ça va, c'est pas si mal, mais on voit bien quand même, il y a quelques changements à faire. Le truc, c'est que dans l'étude, alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est celle de 2019, quasiment tous les ans, là, le DORA ressort une mise à jour. Il y a ce petit paragraphe en fait, qui nous raconte que globalement, il n'y a pas d'enjeu vital pour l'industrie non plus à aller très très vite, sauf pour celle du retail et en particulier évidemment du pur digital. Bon, il se trouve qu'on est un peu concerné par ça. Et là, le titre est assez clair, hein, c'est Excel or Die. C'est soit vous êtes excellent et ça va bien se passer, soit vous êtes dans les colonnes de droite et en fait vous allez mourir. Et je vous laisserai lire l'étude qui est vraiment, vraiment intéressante. Et en gros, ils disent finalement, il y a des boîtes et des industries qui sont en train de suivre, celle de la banque. Et on voit bien tous, en tant qu'utilisateur, on n'a pas envie d'attendre. En fait. Et on n'a pas envie d'attendre la nouvelle feature et on va aller sur le meilleur service. Donc le message est clair. En fait, l'objectif, c'est la colonne de gauche. Et pour aller à ça, je reviens sur mes tongs et ma montagne. On se dit finalement, on a deux concepts ou deux principes qu'on ne peut pas oublier. Le premier, c'est ce que j'appelle le supplice de Deming. Deming, hein, vous connaissez peut-être, c'est le monsieur de chez Toyota qui nous a donné la route Deming. Je ne sais pas, en préparant ce comptoir, c'est aussi lui qui a dit que si vous n'avez pas de data, vous n'êtes qu'un type de plus qui a une opinion. J'aime bien ce message. Et la route Deming, juste pour un rappel très rapide, c'est la roue qui dit si vous voulez améliorer quelque chose, en fait, il faut planifier votre amélioration, la faire, le do, plan, do, vérifier ce qui s'est passé, check, et finalement rétroagir, améliorer, parce que probablement que la première itération ne sera pas la bonne. Plan, do, check, act. Ok, cool. Et juste, il a oublié de nous dire un truc, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, c'est qu'en fait, la roue est sur une pente. Et quand vous voulez améliorer, je pense que nous tous ici, on a fait ça. On dit tiens, c'est simple, on y va, on le fait, on s'aperçoit en fait c'est pas si facile. Il y a le changement en fait à traiter. On s'aperçoit que ça demande beaucoup d'énergie. C'est la flèche. Alors très rapidement, j'ai mis vision, formation, pilotage, envie, tout ça, ça nous permet de tirer de l'amélioration continue. Et je pense que vous avez tous expérimenté le fait que lorsque l'on arrête de tirer, en fait la roue redescend. Et on perd assez rapidement ce que l'on a gagné. Je pense qu'on a tous vu ça avec du TDD qu'on avait installé dans des équipes et finalement, on croyait qu'il était installé et il n'y était pas.
mais ça marche aussi à la maison avec les enfants. Enfin, ça marche tout le temps, ce truc abominable. Et en fait, dès qu'on arrête de tirer, ça redescend. Et c'est juste pas possible, en fait. Il faut trouver une solution. Et il y a des choses qui peuvent changer, ça. En fait, c'est mettre des cales, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à faire avancer la route d'Hemming, il faut la caler, et de préférence la caler sur la partie gauche. Et cette cale à gauche, c'est les pratiques, les outils, les communautés, la mesure. En fait, il se trouve que si je prends le TDD, par exemple, le TDD imposé à une équipe ne durera pas dans le temps, sauf à y mettre une énergie folle. En revanche, une communauté qui s'empare du sujet et qui installe le TDD dans les équipes, ça marche. On le voit tous. Hein. Un SLA qui n'est pas mesuré, qui n'est pas automatisé, ne tiendra pas. Donc, on connaît finalement les mécaniques pour mettre des cales à gauche. On doit juste être très vigilant parce qu'il se trouve que quand on met une cale à gauche, parfois on la met aussi à droite. Une pratique installée, qu'elle soit bonne ou pas, a tendance à figer dans le temps. Et on a tous aujourd'hui des pratiques que l'on voudrait changer, qui étaient des très bonnes solutions à des problèmes qu'on avait avant et qui ne correspondent pas à nos problèmes d'aujourd'hui, donc qui nous bloquent un peu à droite. Tout le supplice de Deming. Donc on a ça et on se dit, il faut qu'on trouve la bonne énergie, les bonnes cales, etc. En plus de ça, toujours par rapport à notre ADN, on a développé chez Cdiscount une pratique depuis 2 ans, je dirais, oui, de défis trimestriels. Comme nous tous, on a évidemment la roadmap à délivrer et des features et améliorer nos assets, etc. Et on a aussi des chantiers de fond qui sont très difficiles à manipuler, qui assez souvent concernent quasiment toute l'IT, voire un peu du biz, et finalement qui sont compliqués à mener. Et quelque chose qui marche très bien pour nous, c'est de gamifier ce genre de sujet. Ce que l'on fait dans ces cas-là, on a des défis trimestriels avec une partie qui rentre dans nos bonus trimestriels, qui aligne tout le monde en fait. Et ces défis, on a 2-3 pratiques. Déjà, on automatise des mesures, on se fixe des objectifs à atteindre. Si je prends celui qui est à gauche, là, qui est pressure drop, l'objectif, c'était de faire descendre la pression sur les bases de données pour ne pas remettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans des licences et pas avoir à créer un 3e data center. Donc, un gros sujet. Et en fait, on compte sur les équipes pour y arriver. Donc, on se met tous ensemble, on définit nos indicateurs qui sont graphés dans un Grafana. Lorsqu'on avait encore le droit de vivre normalement sans masque et d'aller au boulot, ils étaient sur les écrans à l'accueil du bâtiment. Et on y va, et c'est animé tous les vendredis par une communauté de patrons techniques de nos différentes directions. Et en fait, on casse ticket par ticket les problèmes que l'on rencontre pour rendre les objectifs, qui en principe au début du défi sont plutôt rouges, à vert 3 mois après. En bas, vous avez les courbes Jira qui nous permettent de suivre ça. Donc, c'est quelque chose qui marche bien. On le gamifie. Donc, il y a des badges, on se remet des autocollants. Pour tout vous dire, il y a des vendredis où on parle plus du nombre de points qu'on a gagnés que des actions qu'il fallait mener, mais ça fait partie du jeu. On a des artistes qui nous trouvent des autocollants parfois difficiles à assumer sur nos PC, mais globalement, c'est quelque chose qui marche et qui vraiment embarque les équipes. Donc finalement, on se dit, OK, on doit accélérer. Il y a une étude qui nous dit, comme ça marche. Et on a une méthode interne qui fonctionne pas mal. Donc le premier truc qu'on a fait, et en fait, on avait commencé un peu avant parce qu'il y avait toujours ce bouquin qui trottait en tête, c'est automatiser les 4 KPI. Et en fait, vous l'avez vu, enfin, c'est juste brillant en fait. Avec 4 KPI, on est capable de dire si ça va vite. Et non seulement si ça va vite, mais en plus si ça va bien. Donc on le fait. Et on industrialise ces 4 KPI sur l'intégralité des assets de l'IT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un portail où chaque équipe peut connaître son état d'avancement, mais aussi celui des autres, des autres équipes. Ça permet d'aller demander à une autre équipe, tiens, mais comment tu as fait pour descendre tel indicateur, etc. Et chaque indicateur est reconsolidé par direction et reconsolidé au niveau de l'IT. Et du coup, on met ça au point. C'est un peu long, peut-être que vous aurez des questions là-dessus. En fait, c'est un sujet qui paraît facile d'automatiser ces 4 indicateurs. Et en réalité, c'est un sujet très compliqué, beaucoup plus compliqué que je le pensais. Je m'étais déjà cassé les dents avec une équipe précédente dans un boulot précédent où on n'avait pas réussi. Et je pense qu'il manquait aussi la gamification avec le retour, en tout cas coller avec l'ADN. Et
Et on y a passé beaucoup de temps. Il y a quelques-uns de mes collègues dans notre boutique qui ont dû faire preuve de beaucoup de persévérance, mais on a réussi. Et ce qui est compliqué, c'est le nombre de technos et parfois de se poser des questions en fait, qu'il ne faut pas se poser. Je vous donne juste un exemple. Le MTTR, qui est un indicateur où on a rencontré beaucoup de difficultés, il arrive que vous ayez un défaut que vous ayez mis il y a 3 mois. C'est rare, mais ça arrive à tout le monde. Et c'est bien sûr pas impactant business, etc. Mais c'est quelque chose qui peut un peu dégrader la perf, faire perdre quelques millisecondes quelque part. Et en fait, il y a une grande question, c'est est-ce que ce défaut, on le compte dans l'indicateur d'il y a 3 mois ou d'aujourd'hui? Et en fait, ce n'est pas la bonne question. En fait, de mon point de vue, on s'en moque, en fait. Parce que le MTTR, il doit être inférieur à 15 minutes. Donc, que vous le comptiez dans il y a 3 mois ou dans un mois aujourd'hui, le problème, c'est les 3 mois, en fait. Donc, mais pour arriver à ça, ça demande pas mal d'échanges, etc. Et bien sûr, mais ça, je pense que c'est assez implicite, sur le deployment frequency, le problème là, et le lead time, le problème, c'est le nombre de technos, en fait. Le nombre de technos, c'est compliqué d'aller chercher les T0 dans chaque techno, à chaque endroit, etc. Mais de mon point de vue, il faut le faire. Donc, une fois qu'on a ça, ben, en fait, on passe dans notre mode défi et on dit à l'IT, à nos RT, enfin, à tout notre orga, ben, allez-y. Vous avez les 4 KPI. Bien sûr, on fait quelques webinars pour expliquer ce que l'on veut faire et pourquoi c'est important. Et donc, on accélère. Et ça donne un truc vraiment surprenant. Il y a 94 initiatives qui ont été lancées dans le trimestre 3. Et je vous ai juste mis quelques exemples ici. Bien sûr, il y a pas mal d'assets qui n'étaient pas encore en CI/CD qui sont passés en CI/CD. On a traité des sujets de couplage lâche où vraiment on tournait autour du silo en se demandant mais comment on va faire. Et en fait, juste les équipes ont trouvé des solutions. Et des solutions à des endroits, des périmètres restreints, et du coup, pas en essayant d'embrasser le problème en entier, mais en le découpant, ce qui est vraiment la meilleure pratique. Bien sûr, on a mis en place des technos de craftsmanship, etc. Beaucoup d'automatisation. On avait des process, il y avait certaines équipes qui sont lancées dans un truc qui s'appelait des fast tracks, c'est-à-dire prendre un process qui durait plusieurs jours et l'amener en minutes. Il y a certaines mises à dispo d'environnement qu'on a fait passer de 30 jours à quelques minutes. Et en dessous, vous avez quelques exemples de suivi que les équipes ont mis en place pour voir où elles en étaient. Donc ça, c'est un suivi standardisé. Là, c'est certaines équipes qui ont mis en place un serious game dans Miro pour l'appropriation des capacités qu'il y a derrière Accelerate. Et ici, c'est des mécaniques de suivi pour s'assurer que les équipes ont bien compris chaque capacité, ont bien compris ce qu'on est en train de faire et qu'on adresse leurs questions. Et à la fin du défi T3, ce que l'on n'a jamais fait sur un autre défi, les équipes nous ont demandé de le reconduire. C'est-à-dire qu'elles avaient encore des choses à faire, elles voulaient pouvoir les faire. Le résultat obtenu, c'est qu'en fait, en janvier 2020, on a une release hebdo, plus quelques hotfix dans la semaine. En novembre 2020, on est à 800 livraisons produits, plus tous les changements infra code, ce qui nous amène en gros à un changement toutes les 7 minutes. En octobre, je crois qu'octobre est avant novembre. Bon, bref. En octobre, plus de 50% des équipes livrent en autonomie. Toujours le mantra que je vous donnais au début, en fait, c'est vraiment un truc important pour nous. Depuis octobre, on a la moitié de nos équipes qui livrent en autonomie. Et au Black Friday, on atteint 100% de qualité de service. Il y a un adage DevOps qui dit si c'est dangereux, faites-le souvent. Je confirme. Il faut livrer souvent. Dans les 10 derniers jours qui ont précédé le Black Friday, alors que habituellement, on avait tendance à mettre en place une frozen zone et des choses comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, nos équipes ont livré 1000 fois. Et on est arrivé à 100% de QoS. Et 100% de QoS, donc de dispo, malgré les PlayStation 5, pour ceux qui ont suivi un peu avec les gens qui se ruent sur les PS5 qui font tomber les sites, on a tenu. Et ça, pour nous, ça représente plusieurs millions d'euros. Et du coup, on pourrait se dire, waouh, cool. Et en fait, en réalité, je pense que ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que le fait que les équipes se sont emparées du sujet et ont démarré une accélération assez remarquable, en fait, ça a mis notre organe en tension. C'est-à-dire qu'on avait des équipes centrales qui poussaient
les équipes produits à faire du CI/CD, à faire tout ce que vous connaissez tous, je suis sûr, à faire du TDD, à faire des bonnes pratiques en disant mais on va aller plus vite, et des équipes produits qui étaient prises dans l'étau en fait, entre il faut que je délivre ma roadmap et je sais bien qu'il faut que je fasse du CI/CD, mais je n'ai pas le temps. Et juste d'inverser le sujet, en fait, de dire si on va plus vite, on sera meilleur, d'intégrer le business dans cette inversion. Et bien, en fait, on est passé d'une méthode de push, je pousse des bonnes pratiques, à une méthode de pull, où toutes les équipes se mettent à dire OK, c'est moi, il y a 85 équipes produits. Et quand elles se retournent et qu'elles disent vous êtes lent, ça tire un peu. Donc, on avait accéléré, on avait un problème d'accélération, on a trouvé notre solution avec Accelerate. Et une fois qu'on a commencé à Accelerate, on avait un nouveau problème. Donc, il faut croire qu'on a une sorte d'addiction à la montagne et au tong. Et on s'est retrouvé devant le même problème, en fait. Et toujours un problème, et se dire, mais comment on va faire pour accompagner toutes ces équipes? Et hop, on allait chercher la solution même endroit. Je vous ai parlé des 4 KPI, mais la preuve qui est amenée dans l'étude et qui est amenée par ailleurs, il n'y a pas que cette étude qui montre ça, c'est que finalement, DevOps, c'est un ensemble de pratiques, c'est un réseau systémique. J'ai de mes anciennes équipes qui modélisaient ça sous la forme du métro, avec toutes les stations et tout le système imbriqué. Et Accelerate nous dit, ben voilà, en fait, il y a un ensemble de capacités que vous pouvez déployer. Et en fait, c'est cet ensemble de capacités qui fait qu'on est meilleur. Donc, on y va. Et on se dit, OK, nos équipes ont besoin d'être capables de faire des choses. Ça doit être facile pour elles et elles ne doivent pas réinventer la roue à chaque fois, en fait. Donc, on a pris les thèmes, on a pris les capacités et on les a confrontés à notre réalité, parce que la réalité de l'étude n'est pas forcément la nôtre. Et d'ailleurs, on a ajouté ce que vous avez ici en bleu, là, toute une partie product qui nous manquait dans ce qui était proposé par l'étude, une partie UX qu'on a étoffée, etc. Et on a défini un cycle. Donc, le cycle de capacité, c'est celui-là. En gros, déjà, on se dit elle doit être actionnable. Sinon, ça ne sert à rien. Si vos équipes peuvent pas agir, si nos équipes ne peuvent pas agir à partir de ce qu'on leur donne, ce n'est pas la peine de le faire. Il doit y avoir un gain mesurable parce que peut-être qu'on se trompe. Donc, il faut vérifier si c'est bon. Un pattern de déploiement. Sinon, ça veut juste dire accompagner une équipe et pas être capable d'accompagner l'ensemble des équipes. Ça doit être documenté. On n'est pas les meilleurs sur la documentation, donc du coup, on se met une ligne là. Un cycle de vie en 5 étapes qui est figuré à droite et incarné par un porteur légitime et convaincu. Et le cycle de vie, c'est un cycle très inspiré de Lean Startup. On pose une hypothèse, on teste, on déploie. Il y a toujours cette boucle d'amélioration et on a mis la case abandon parce qu'on est en principe dans l'IT pas très bon pour traiter la fin du cycle de vie. Là-dessus, on a défini un socle. C'est parce que sur 85 équipes, plus les équipes tech, il faut être capable de déployer tout ça. Donc, on ne s'amuse pas. On avait, je crois, au début, une matrice de plusieurs centaines de cases. Donc, on voyait bien que ça ne marchait pas. Et on définit un socle assez minimaliste. C'est un exemple là, mais il y a quelques capacités que nous sommes en train de déployer, notamment des orgas, des problématiques d'orgas, vraiment de rôles bien définis dans les équipes, des problématiques de comité produit. Parce que si on installe un produit en ayant encore des instances de pilotage en copil, ça ne fonctionne pas. Des key results, etc. Donc ça demande pas mal d'énergie. C'est là qu'en fait, on est venu chercher Octo, d'ailleurs. Je vous rends un peu de laurier. Et en fait, on est venu chercher Octo, notamment, et puis nos coachs. Et on a des équipes internes qui sont là pour ça, pour grossir nos effectifs et être capable de répondre à la demande, tant en expertise qu'en volume. Et en fait, l'objectif pour nous, c'est évidemment d'impliquer toute l'IT au travers des porteurs de capacités qui doivent tirer le sujet, des sachants et des communautés qui sont installées chez nous, des coachs dans les équipes centrales, et bien sûr du sponsor, le CODESI, c'est le comité de direction du système d'info. On est à la manœuvre sur le sujet et très actif pour faire en sorte en fait, d'être en support de nos équipes. Tout ça, toujours pour le même objectif, avoir des équipes constantes dans le temps, autonomes, responsables, etc. Et en fait, c'est vraiment avoir des équipes qui sont à la manœuvre et qui sont capables d'agir sur leurs produits et capables de les envoyer en prod et de rétroagir, etc. C'est vraiment pour ça que l'on travaille. Et
aujourd'hui, on est au début là, du déploiement des capacités. On a beaucoup travaillé pour préparer tout ça. On est en cours de déploiement dans nos équipes. On a 13 équipes alignées là, sur lesquelles on agit assez fortement. Ben, on verra bien, mais j'y crois. Bien sûr, ces équipes, je ne peux pas m'en empêcher, elles sont composées des individus. Et sachez que si vous êtes joueur et que l'aventure vous tente, on recrute. Merci. Merci Alors, Christophe. avec plaisir. Merci pour ce super partage. On a reçu déjà pas mal de questions. Ok. Première question. Alors, est-ce que vous avez des équipes SRE en place chez Cdiscount et si oui, en quoi est-ce qu'elles vous ont aidé à atteindre cette agilité sans dégrader la robustesse? Alors, on a des équipes, on a des components de team en centrale, avec des DevOps, avec des architectes, avec de la prod, avec de la web perf, etc. Et la question, c'était, pardon, la fin de la question, c'était quoi? Du coup, en quoi est-ce qu'elles vous ont aidé à atteindre cette agilité sans dégrader la robustesse, si je ne trahis Ouais, pas le ok, propos de ok, Clément, donc. ok. En fait, dans un premier temps, je ne sais pas si c'était clair, mais quand on se met à accélérer, finalement, ces équipes-là en particulier, mais pas que, hein, il y a aussi les coachs, etc., se retrouvent un peu en tension parce que quand tout le monde veut passer en CI, ça pose une tension sur les DevOps, mais ça pose quand le couplage lâche arrive. Et en plus, parfois, il part des équipes et les archis se retrouvent un peu débordés. Donc, elles se sont retrouvées mises en tension. Mais c'est l'expertise de ces équipes, en fait, et l'humilité, parce que, enfin, la question, merci pour cette question, mais c'est dur, en fait, d'être ceux d'être les équipes en centrale qui sont détenteurs du savoir, etc., et d'accepter que, en fait, l'autonomie part en partie dans les équipes, et en fait, de passer dans un mode vraiment d'accompagnement et d'expertise. Et je dirais qu'elles nous ont aidés parce qu'elles l'ont fait, enfin, le résultat parle, en fait. Très rapidement, elles se sont mises au service des équipes, ce qui était déjà le cas, mais je dirais que ça a accéléré. Merci Je ne sais pas si Christophe. je réponds à la question de Clément. Clément, est-ce que tu es satisfait de la réponse? C'est très compliqué ça. Je pense que ça a l'air d'aller. J'ai aussi Ok. une question de Patricia qui voudrait savoir. Elle pense que du coup, une des difficultés pour automatiser les indicateurs, c'était l'homogénéité des informations dans les outils, la Oui. cohérence des données. Comment est-ce que vous avez pu surmonter cette problématique-là? Ah, en prenant le taureau par les cornes. Vraiment, là, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de méthode magique. On a tapé en premier. On a l'habitude de taper les faces nord en premier. Donc, on a pris en premier les indicateurs déjà qui représentaient le plus de code chez nous. Parce que évidemment, on allait chercher la valeur. Et après, on est descendu au fur et à mesure. Donc, on a pris les techno.NET, les microservices en premier, et puis en descendant comme ça jusqu'à avoir la dernière techno. Et encore une fois, pour nous, le plus dur, étonnamment, c'est le CFR, ce sont les indicateurs de stabilité automatisés. C'est ça qui est difficile. J'ai également une question de David, mais qui intéresse beaucoup de monde. J'ai beaucoup de plus un sur celle-ci. C'est quels ont été les changements dans l'organisation permettant de réduire les temps de livraison et d'augmenter l'autonomie dans les équipes? On n'a pas pour l'instant, et c'est sans doute ce qui va peut-être arriver ensuite, mais on n'a pas fait de changement ou de gros changements d'organisation au sens organigramme. On n'a pas beaucoup bougé l'organigramme. On partait pas de zéro non plus, hein. On avait déjà des équipes en CI/CD qui livraient elles-mêmes. Euh, et, euh, et du coup, peut-être que mes collègues, s'ils arrivent à prendre la parole, vont démentir ce que je dis, mais je ne pense pas qu'on ait fait de gros changements. Il y a eu des changements de pratique, par contre. Et comme je disais tout à l'heure, il y a eu des mises en tension avec des équipes qui parfois doivent accepter que la livraison part en centrale et quand même être bienveillante en décentralisé, pardon, et, euh, et quand même être bienveillante quand ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui dit OK, je vais livrer, qui prend le paquet, et franchement, parfois on se trompe, ça ne marche pas, et on a besoin de ceux qui savent faire, en fait. Donc c'est ça, c'est plus des méthodes, des pratiques et des attitudes qui sont importantes que des mouvements d'orga.
Alors justement, en termes d'équipe constante et autonome, j'ai une question pour savoir justement si les équipes intègrent toute la partie produit, product ownership, product design. Alors, non, pas encore. C'est ça sera le début de ma réponse, mais autant répondre tout de suite. Non, on est en train de faire ce mouvement. Euh, ce qui, comment dire, ce qui facilite et ce qui installe ce mouvement, c'est le comité produit. Je pense que vraiment le comité produit, c'est l'asset pour moi, hein, le plus important, en tout cas la cérémonie la plus importante à mettre en place, parce que c'est le lieu où se retrouvent la tech et le business pour discuter de KPI à obtenir et d'objectifs à atteindre. Et dans ces objectifs, il y a les 4 objectifs d'Accelerate systématiquement et les objectifs business. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, le fameux truc, on dit l'IT doit être un asset commun ou un bien commun business tech, c'est là que ça se concrétise. Alors j'ai justement une question de Sébastien au sujet. Le business a-t-il été d'accord pour comprendre que la capacité à faire dédiée sur des use case business serait moindre, le temps, j'imagine, de s'approprier de nouvelles capabilities? Ça dépend. Oui, ça dépend, ça dépend. Il y a une négo. Donc, est-ce que ça se fait facilement? Non. Mais par contre, ça se fait de manière rationnelle. Je pense que c'est ça en fait qui change. On a toujours les échanges que l'on connaît tous en fait, je pense. D'un côté, nous la tech, on adorerait faire de la tech, on verra les features plus tard, parce que d'abord il faut qu'on ait un bel asset. Et bien sûr, au business, à un moment, il faut aller vite en prod. Enfin, on est dans un marché qui va très très vite. Et si on met 9 mois pour amener une nouvelle feature, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et si en plus on s'est trompé et qu'on remet 9 mois pour la régler, là, on est en très grande difficulté. Donc il y a deux objectifs qui finalement se rejoignent parce qu'on a tous un intérêt fondamental à ce que notre boîte tourne bien. Mais installer le comité produit, installer Accelerate et avoir ces éléments de conversation en fait autour d'un objectif commun, ça change les choses. Et je crois, pardon, je suis peut-être un peu long sur la réponse, mais je crois que voir ça sous l'angle de la vitesse, c'est quelque chose qui permet d'avoir une préoccupation commune. On a tous envie que ça aille vite. J'ai une question pour toi. Étant donné la taille, la diversité de ces discounts, comment est-ce que vous faites pour identifier, prioriser finalement les contextes techniques et les équipes à accompagner en priorité? Alors, dans un premier temps, là, c'est en plusieurs étapes. La première expé que l'on a fait, c'était, je vais pas citer, mais c'était, on a pris la face nord. Donc, on a pris l'équipe la plus en difficulté. J'avais essayé dans d'autres temps de prendre la meilleure équipe et tout, parce que comme ça, tu t'enlèves plein de problèmes. Mais en fait, tu prouves rien. Et du coup, tu vois pas les problèmes, du coup, tu sais pas les traiter. Et quand tu pars sur les équipes où il y a des vraies difficultés, bah, tu n'es pas du tout prêt. Donc, on a commencé avec vraiment une équipe où c'était dur sur le business, c'était dur partout. On a beaucoup appris. Et ensuite, on est passé sur globalement des équipes qui ont envie, en fait. Là, les 13 équipes, ce sont des contextes assez logiques et des équipes qui ont envie. Et je pense que la suite, ce que l'on est en train de voir là, c'est que, en fait, euh, quand on mesure, si juste si on accepte le postulat de dire un asset qui pose problème, c'est un asset qu'on n'arrive pas à livrer souvent. Juste si on se met d'accord là-dessus, Legacy, en fait, je trouve que Legacy, ça ne veut pas dire grand-chose. Si j'avais de l'assembleur dans le système d'info, et qui répondait aux besoins, évidemment, et qu'on soit capable de livrer toutes les minutes, et à condition que j'ai les gens qui savent faire de l'assembleur, mais finalement, je n'aurais pas de problème. Donc, le sujet, je pense, si on se met d'accord là-dessus, le legacy, c'est ce qu'on a, ou en tout cas la dette, ou c'est ce qu'on n'arrive pas à livrer souvent. Je pense qu'on va trouver, en fait, avec nos mesures, on va détourer par la mesure le monolithe. C'est-à-dire on va finir par identifier ce que l'on n'arrive pas à livrer souvent et ce que les équipes n'arrivent pas à casser. Et ça va nous permettre de prioriser des actions plus dures qui sont forcément des actions de refonte ou des actions en tout cas de découpage un peu plus fort. Donc pour l'instant, on est sur je fais le plus dur en premier pour apprendre. Ensuite, je prends des équipes motivées et qui ont un vrai sujet, bien sûr, pour apprendre plus fort et accélérer. Et je pense qu'ensuite, on va être capable de piloter ça par la data. Toujours référence
Deming qui nous dit que si tu n'as pas de données, tu n'as que des opinions. Le fameux Deming. Ouais. J'ai une question de Charlotte. Pensez-vous que dans un tel changement, l'accompagnement par un coaching extérieur est important et en quoi? Alors, oui. En tout cas, il faut renforcer. En tout cas, en faisant ça, on crée une attente. C'est-à-dire que quand on dit aux équipes, on se met tous d'accord, et business compris, pour dire il faut aller vite, il faut accélérer, etc. Et c'est assez facile de se mettre tous d'accord là-dessus. Que l'on y va et que les équipes, du coup, butent sur des problèmes qui, de mon point de vue, devraient être résolus en centrale pour être donnés à tout le monde, parce qu'il y a des sujets où les équipes doivent être innovantes, et, évidemment, mais il y en a d'autres où ça a quand même été prouvé dans la littérature, il faut juste qu'on se mette d'accord. Vous créez une frustration, en fait. Je ne sais pas si toutes les boîtes ont des coachs en interne, mais les coachs, ils sont prévus pour accompagner les équipes au jour le jour, pas pour accompagner des mouvements d'ampleur comme ça. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher de l'aide. Et après, je pense que c'est important de bien choisir cette aide parce que y a ce sujet de l'ADN, en fait. On dit souvent, oui, mais chez nous, ça ne marche pas. Je pense que c'est faux, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, il y a les mecs de Spotify, j'avais lu ça, il y avait les types de Spotify qui avaient fait un tour du monde pour expliquer à quel point leur méthode était bonne. Ils ont fait un deuxième tour du monde pour dire à tout le monde, arrêtez de nous copier. Et ça colle peut-être pas forcément à ce que vous voulez. Donc il faut trouver celui qui vous accompagne et qui correspond à votre ADN. Et j'imagine que cette question était de quelqu'un d'Octo pour me faire un peu de promotion. Bien joué. Je pense pas, je pense que c'est un hasard. J'ai une question aussi sur l'infra. Pas mal de monde qui se demande, c'est quoi votre infra aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt on-premise, en hybride, Ouais. cloud mono, multi? On a nos deux propres data centers pour des raisons évidentes, il y en a deux. On a ce qui héberge à peu près 5000 serveurs, si je ne dis pas de bêtises. On a une énorme ferme Kubernetes. On a en fait notre cloud privé. Et on a aussi des assets dans du cloud public. Et en fait, on fait le choix entre les deux de manière très pragmatique sur le coût et sur l'intérêt. C'est-à-dire que si on n'a pas un intérêt à aller dans le cloud, bien en fait, on reste à la maison parce qu'on est moins cher. Et après, si on a des intérêts à aller dans le cloud pour des problématiques de latence ou pour d'autres problématiques, on va dans le cloud. Mais globalement, notre archi est une archi qui est orientée cloud native. Ce qui me permet d'avoir pas mal de compétences. L'intérêt d'avoir ces data centers, c'est aussi de maintenir l'expertise. Alors, David nous dit, se pose la question, quel est aujourd'hui le feedback des business, puisqu'ils se plaignaient avant que le SI était peut-être trop lent. Est-ce qu'ils ont senti cette accélération? Oui. Alors oui, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un du business qui le dise, parce que c'est tellement facile pour moi, du coup, de le dire. Mais oui, vraiment, ça va plus vite. On a quelques KPI sur des lead time qui le prouvent. Hein. Déjà, ceux d'Accelerate, et puis on avait d'autres lead time. Je ne sais pas si vous connaissez la mesure. Accelerate a répondu à la question de comment on mesure le lead time. On se disait, ouais, est-ce que le début, c'est quand il y a une idée dans la tête du métier? Est-ce que c'est quand l'US est rédigé, etc. Ils sont arrivés, ils ont dit, maintenant, on va arrêter de discuter. En fait, c'est le premier commit dans le trunk. OK, bon. Fin de la conversation. Ce qui rend un peu plus étroite la mesure, mais finalement, ça la rend plus simple et donc viable. Donc, oui, et on a des mesures de lead time qui sont plus larges et qui partent de en gros, l'US. Et ça réduit aussi, ce qui permet de prendre en compte la conception. Donc, ça réduit, on est plus rapide, on n'est pas encore assez. On doit continuer à accélérer. On doit continuer à accélérer pour plein de raisons, parce que d'abord, tout accélère. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fin à l'accélération. C'est pour ça aussi qu'on change de temps en temps de framework, parce que les frameworks nous permettent d'aller plus vite. Et en plus, c'est sain, parce que cette mécanique d'accélération, elle nous permet de nous améliorer en continu avec un but que tout le monde comprend. Donc oui, ça va plus vite sur le business. Non, on n'est pas encore arrivé. Et oui, aussi, je réponds à la question qui n'est pas posée, mais j'y réponds quand même. Mais c'est ma réponse. On va plus vite sur l'IT, et on a refait un health check il n'y a pas longtemps, et je ne peux pas le partager avec vous parce que j'ai eu les résultats il n'y a pas longtemps, donc il faut d'abord que je partage avec mes collègues. Mais en fait, les deux indicateurs qui étaient majoritairement rouges ont basculé, et de plus de 20 points. Donc, on n'est pas arrivé. Je dirais qu'on n'a plus des tongs.
On a des chaussures de marche, on voit la piste sur la montagne, mais il y a encore du taf. Alors, on sent quand même un enthousiasme, une grande confiance dans la capacité de ces discounts, de ton ici à rejoindre l'élite du marché. C'est quoi la secret sauce de ton optimisme? Je vais vous faire de la démago, mais c'est tellement vrai. J'ai des équipes de fous. Donc voilà, moi c'est facile. Elles en veulent, elles savent. Donc, et on est en train de faire ce qu'il faut pour amener les capacités. Donc, et puis, ce n'est pas le premier défi qu'on a à relever, ni le dernier. Donc, voilà. Quel conseil, toi, tu pourrais donner aux autres DSI qui souhaiteraient également accélérer? Par quoi commencer, finalement? Oui, alors, ça, c'est compliqué comme question parce que ça. Et alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais déjà, je ne sais pas si ça s'adresse. Enfin, je ne pense pas que ce soit un problème uniquement de. Par DSI, tu veux dire quoi? Pardon, les bonhommes, les DSI ou les entités? Bah, écoute, les deux, aussi bien Ouais, les parce que DSI. je ne pense pas que ce soit un problème juste d'une personne ou d'un truc comme ça. En fait, je pense que, en tout cas, ce qui a marché pour nous, c'est déjà d'installer la mesure, en fait. C'est un moment, c'est important d'installer cette mesure et de l'automatiser. Parce que si on ne l'automatise pas, on arrête. C'est toujours l'histoire de la roue là, qui redescend. Je crois, moi, ce que je n'avais pas perçu, et en fait, ce sont mes équipes, en particulier quelques directeurs de, de BU techniques chez nous, qui m'ont un peu tiré par l'oreille. Et à un moment, il faut aussi passer du temps à expliquer. Expliquer pourquoi l'accélération est importante, accélérer que le prouve, mais il y a plein d'autres bouquins, il y a plein d'autres sources qui montrent que l'accélération, et en tout cas que la vitesse est importante. Donc je pense qu'il y a les deux points là qui sont fondamentaux. C'est installer la mesure et expliquer. Et après, il faut faire confiance aux équipes, il faut accepter que de temps en temps, ça ne va pas marcher. Quand on a accéléré les livraisons, honnêtement, on a enlevé, il y avait un bouton où j'étais censé cliquer pour autoriser la livraison, on a enlevé le bouton. Du coup, quand on cliquait, ça livrait. En gros, hein, c'est schématique, mais c'était quand même un peu ça. Il y a un petit moment petit moment de frisson quand même. Mais ça marche en fait. Donc voilà, je dirais ça quoi. Je sais pas si ça va aider beaucoup. Mais... Ah et si, évidemment, il faut que ça colle à l'ADN de la boîte. Nous on est joueurs. Vraiment, ça nous amuse les défis. On passe un bon moment le vendredi. Donc il faut trouver un truc qui colle à l'ADN de la boîte. Gamifier, si ça colle à l'ADN. Ouais. Alors, il y a cette question aussi du coup, sur le business. Maintenant que tu peux mesurer ta vitesse, ta stabilité, est-ce qu'on arrive à voir la corrélation avec les résultats business, donc au-delà du livre? Est-ce que ça marche aussi pour ces discours? Ah oui, ouais, c'est la bonne question celle-là. Est-ce que finalement la performance de Cdiscount a augmenté? Oui, la performance a augmenté. Mais heureusement, on n'est pas les seuls à mener des actions pour augmenter la performance économique de la boîte. Donc, et je pense que c'est là où on peut faire uniquement une corrélation. On a une corrélation où on est tous d'accord, business et IT, pour dire que c'est pour ça que c'est celle que je cite, la qualité de service du Black Friday, et puis on a des comparatifs. En tout cas, cette partie de cost, de qualité de service. Hein. Après, il y a la performance économique des offres qui sont en ligne, etc., où j'y suis absolument pour rien, mais la partie qualité de service, vraiment, nous a ramené plusieurs millions d'euros sur le Black Friday. Donc ça, oui, sur ça, oui. Après, sur du jour le jour, ça serait quand même pas très honnête de ma part de dire que la performance économique de ces discounts est due à l'accélération de l'IT. Non, je ne peux pas le dire. Mais on est tous persuadés que ça contribue parce que si tu es dans un business qui bouge vite, tu as besoin de poser des hypothèses, de les tester en prod rapidement. Tu te trompes, évidemment. Donc, tu règles, tu repars, etc. Et sur un cycle de 9 mois, ce n'est pas possible, ça. Donc, Alors, j'ai quand même cette question de Charles-Édouard. Est-ce que les clients sont plus satisfaits? Est-ce qu'il y a une amélioration de l'expérience utilisateur? oui, on a une amélioration du NPS. On mesure le NPS en permanence. Mais je ne vais pas vous refaire ma tirade précédente, mais c'est pas évident. Sur la perf, il y avait Amazon qui avait dit, je ne sais plus combien, là, 1%. C'est quoi? J'ai oublié. Enfin, il y a une histoire entre les millisecondes gagnées et la VA. C'est difficile à prouver en réalité. Mais...
Oui, on a une nette amélioration du NPS. J'ai une question de David qui te concerne directement, c'est quelles sont tes sources d'inspiration pour expérimenter chez Cdiscount, mais où vas-tu piocher tes idées? euh, alors, bon, le bouquin, mais ça fait un peu monomaniaque, mais le bouquin est ultra riche. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous invite à le lire parce il est très dense, très riche, et puis il recoupe un peu tout ce qu'on raconte depuis des années. Après, non, mais dans les bouquins, quoi, et les bouquins, les confs, et je vais encore faire des magos, mais nos équipes, en fait, sont hyper inspirantes. Là, c'est dur avec le Covid parce qu'on a du mal, enfin, je pense qu'on est tous dans la même situation, on a du mal à avoir les moments off, la bière du soir est souvent entourée de pas mal d'idées, et du coup, ça, c'est inspirant. J'ai vraiment la chance d'être entouré de gens très inspirants, donc la vraie difficulté, en fait, c'est comment faire tout ça. C'est ça qui est chaud. Je rappelle que Cdiscount recrute. Alors, Oui, oui, et venez. j'ai une question de Sylvain. Peux-tu revenir sur le changement inversé? Qu'est-ce qui a permis de basculer? Je suis pas sûr de comprendre la question. C'est le slide où je dis push to pull, c'est ça? Sylvain, si tu veux préciser. Ouais, c'est ça, c'est le changement to C'est push. ça? Ouais. En fait, j'en suis pas tout à fait certain, mais si je me mets dans le contexte d'une équipe produit, vous avez, enfin, je pense qu'on connaît tout ça. Il y a la roadmap, il y a cette envie d'améliorer le site ou l'offre de service ou la supply, suivant sur quoi vous travaillez. Il y a une roadmap très très chargée que l'on va absolument délivrer. Et vous savez que, en fait, si vous faites, mettons, vous avez un asset dont vous avez hérité qui n'est pas en CI/CD. Évidemment, enfin, vous savez qu'il faut faire du CI/CD. On n'a pas vraiment besoin de vous le dire en réalité. Mais en même temps, vous avez ce quotidien où il faut délivrer, et du coup, ça finit par des injonctions paradoxales où on ne sait plus trop comment s'en sortir. Et je crois je crois que le fait de s'être mis d'accord sur le fait que la vitesse était fondamentale pour nous, tant sur la tech que sur le business, et que finalement on se rejoignait là. D'abord, je pense que ça a aligné, un peu comme les OKR peuvent le faire, ça a aligné business et IT, donc ça a aligné les décideurs. Euh, et, euh, et du coup, vous cherchez une solution à un problème commun. Et la solution, je focalise sur la CI/CD parce que c'est évident à comprendre, mais il y a énorme, le couplage lâche, enfin, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres sujets. Et du coup, vous avez quand même besoin de le faire vite. C'est-à-dire que si vous voulez passer en CI/CD et que vous êtes seul dans une petite boîte qui n'a pas les moyens d'avoir d'un accompagnement assez structuré, bah, vous allez acheter des bouquins, enfin, regarder des confs, etc., chercher, vous planter, machin. Dans une boîte de notre taille, vous êtes en droit de vous retourner et de demander aux équipes en fait, qui sont là pour le faire de vous aider. Donc c'est ce que vous faites en fait. Et du coup, vous dites, hey, je veux passer en CI/CD, aidez-moi. En plus, ça fait des années que vous me dites, faites-le. Bon, bah, maintenant, je le fais, mais c'est maintenant. Et du coup, ça met en tension le système. Et quand il n'y en a qu'une qui le fait, ça va. Mais quand c'est 85, c'est compliqué. Vraiment, je pense que c'est cette mécanique-là qui s'est mise en place et qui est ultra saine parce qu'en fait, ce sont les équipes qui décident de leurs priorités. Il y avait une question comme ça tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais finalement, ce sont les équipes enfin, il n'y a pas mieux qu'une équipe pour savoir ce dont elle a besoin. En fait, sont les mieux placés. Donc, c'est eux qui se retournent et qui disent, moi, j'ai besoin de ça. Et c'est nous qui disions, mais vas-y, fais-le. Et que maintenant, oh, tu ne veux pas attendre un petit peu. Et c'est là où on remet des tongs et la montagne. Les fameuses tongs. Oui. Merci Christophe. Moi, j'ai une dernière question tout de même. Là, je pense que tu as réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait absolument lire Accelerate si ce n'avait pas déjà été fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages ou un autre ouvrage qui t'influence en ce moment et peut-être tu reviendras nous en parler un autre jour. C'est quoi tes autres sources d'influence? Alors j'avais très envie, je savais que j'avais très envie de répondre Pif Gadget, mais je ne sais pas si ça existe encore. Donc Je crois que c'est ressorti. je crois que c'est ressorti. J'ai commencé à lire le bouquin sur Team Topologies, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est vraiment très bien. Et j'aime bien l'idée en gros, le bouquin dit, il prend la loi de Conway, je ne sais pas si vous connaissez, en gros, la loi de Conway dit
votre système d'info ressemblera étrangement à votre organisation. Et, ça nous est peut-être tous arrivé de mettre deux équipes sur un même sujet en disant vous travaillez ensemble et vous faites un seul asset. Et à la fin, il y a deux assets. Donc, la loi de Conway a toujours raison. Et, et du coup, c'est idiot, hein, c'est enfantin, mais c'est vrai, une fois, je ne l'avais pas perçu comme ça. Et du coup, ça oblige à réfléchir différemment l'orga. Et en tout cas, ça propose des pistes intéressantes. Ce bouquin est intéressant. Après, il y en a plein, hein. Il y a plein d'autres. Il y a Manager vos tribus qui, je trouve, est un bouquin vraiment, vraiment intéressant. Donc, Merci Christophe pour ces pointeurs qui, je pense, vont pouvoir nous occuper ensuite. Il est 10h12. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. merci à vous pour le temps que vous avez pris. Je pense que tu peux revenir quand tu veux. J'imagine que tu as beaucoup d'autres histoires à raconter. On a deux, trois trucs, mais je vais distribuer le micro aussi un peu. Merci à toutes et à tous pour votre attention et vos questions. Si vous voulez en savoir plus sur Accelerate, n'hésitez pas également à nous contacter. Nous avons une formation au catalogue et des coachs dispo pour répondre à toutes vos questions. Merci encore mille fois, Christophe, et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Et merci à vous et n'hésitez pas à nous rejoindre. On est à Bordeaux quand même. Ouais, c'est clair. Au bord de la Garonne. Au bord de la mer. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.